Alors pourquoi il est primordial de faire le deuil d'une situation, d'un être cher, d'un déménagement ou d'autres choses? Parce qu'en fait, ce deuil, s'il n'est pas fait, s'il n'est pas finalisé du temps du vécu de la personne, forcément, ce sont les descendants qui vont en hériter. Un deuil qui n'est pas fait, c'est un peu comme une onde de choc dans un arbre généalogique, c'est-à-dire que ça va venir parcourir tout l'arbre et notamment les descendants qui vont hériter inconsciemment de ces deuils qui n'ont pas été faits. Alors parfois c'est des secrets de famille, parfois c'est des choses dont il ne faut pas parler, etc. Mais en tout cas, on en hérite et ça va avoir des conséquences sur nos vies. Alors le deuil, évidemment, il est composé de plusieurs étapes. Je ne vais pas reprendre toutes les étapes parce que voilà, ça serait trop long. Et puis sur Internet, vous avez accès à tout ce qu'il faut pour les étapes du deuil. Par contre, pourquoi c'est important de faire son deuil? Parce qu'en fait, quand tu fais ton deuil, ça va te permettre de te reconstruire et en plus de continuer à avancer dans ta vie. Donc ça, c'est déjà primordial pour toi. Mais en plus, quand tu as un deuil qui n'est pas fait, c'est un peu comme si tu laissais des petits morceaux de toi à certains âges de ta vie, certains événements douloureux et traumatiques. C'est un peu comme si ton âme, elle laisse un petit morceau là, un petit morceau là, un petit morceau à cette époque, en fonction de l'événement, etc. Et finalement, tu n'es plus pleinement toi dans ta totalité. Donc l'intérêt de finaliser ces deuils, c'est de pouvoir justement rester pleinement soi et on a toujours la possibilité, hein, même si les deuils ne sont pas complètement, on va dire, finalisés, de retourner dans le passé par certaines techniques, que ce soit en constellation, en psychogé ou alors même en hypnose, pour justement récupérer ces petits morceaux de toi pour que tu puisses te vivre pleinement. Parce qu'un deuil qui n'est pas fait, déjà, c'est très énergivore, ça te pompe beaucoup d'énergie inconsciemment. Et la personne qui est concernée, qui est décédée, c'est comme si elle n'est pas en paix non plus. En fait, c'est comme si les deux personnes concernées, ou même plusieurs, hein, on peut être plus de deux, vont pas être en paix et du coup ça va pomper de l'énergie à tout le monde et finalement ça empêche l'énergie de circuler correctement et en même temps l'amour aussi dans la famille, ça va empêcher que ça circule de façon fluide. Pourquoi les deuils peuvent rester bloqués? Donc des fois c'est les gens qui refusent d'en parler tout simplement ou alors on demande qu'il y ait du silence qui soit fait par rapport justement au décès concerné. Ou alors c'est que les circonstances de la mort sont tabous, voire honteuses pour la famille. Donc du coup, pareil, on va pas en parler. Souvent c'est le cas pour les suicides ou alors s'il y a eu des décès par rapport à des maladies sexuellement transmissibles, etc. Notamment aussi autour de l'homosexualité. En fait, si c'est considéré comme tabou, honteux dans certaines familles, de fait, les deuils peuvent pas se faire parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de libération émotionnelle et chacun en fait enferme un peu ce secret à l'intérieur de lui. De fait, ce secret va venir s'encrypter en fait dans l'inconscient familial et il va redescendre sur les générations du dessous. Étant donné que le deuil donc n'a pas été réalisé, tout l'aspect traumatique et émotionnel n'a pas été libéré non plus. Donc toi tu vas en hériter par exemple si c'est arrivé je sais pas 2 générations au-dessus. Et de fait, ça peut durer comme ça pendant plusieurs années, plusieurs générations, jusqu'à ce que quelqu'un, en fait, vienne libérer la mémoire qui est bloquée. Encore une fois, il y a plein de techniques pour le faire. Et ça va en même temps avoir un impact non seulement pour toi qui va travailler cette mémoire, mais en plus ça fait un effet domino sur toute ta famille. C'est-à-dire qu'en libérant cette mémoire de deuil qui n'a pas été fait, tu libères aussi tes enfants, tes petits-enfants, tes frangins, tes frangines, et tes parents s'ils sont encore vivants, etc. Donc en fait, tu bosses pour toi, mais tu bosses aussi pour tout l'arbre généalogique. Donc, l'impact sur les descendants que ça va avoir quand tu as un deuil dans ta famille qui n'a pas été fait, déjà d'une part, tu vas avoir un impact émotionnel. Ça peut donner des personnes en fait qui ressentent pas leur tristesse ou celle des autres, qui peuvent avoir de gros blocages émotionnels bien entendu, voire même couper de leurs émotions en général, c'est-à-dire ils ressentent rien, ils sont un peu en mode robot. Ça peut être une des premières conséquences. Après tu peux avoir l'excès inverse aussi, c'est-à-dire tu peux te sentir triste alors que dans ta vie il n'y a rien qui justifie ta tristesse. Tu peux complètement être en mode dépression, je vais pas bien, en fait tout va bien dans ma vie mais moi je vais pas bien parce qu'intérieurement tu portes ce deuil qui n'a pas été fait. Donc tu vis les émotions de quelqu'un d'autre qui n'a pas pu en fait les libérer à une autre époque. Et il va y avoir un impact notamment sur les enfants. Pour des enfants qui portent un deuil qui n'a pas été fait par exemple, s'ils vont y être soumis à un deuil dans leur vie, ils vont prendre le relais de leurs parents, c'est-à-dire que vu que les émotions sont comme figées dans leur comportement, ils vont se suradapter que les parents n'aient pas à gérer leurs émotions. Donc, ils vont complètement se couper de ce qu'ils ressentent. Une des autres conséquences possibles, ça va être des troubles du comportement, un état dépressif et une tendance à l'autodestruction. En fait, c'est comme si tu revivais les comportements de tes ancêtres
en ayant des comportements qui finalement mettent ta vie en danger. On parle un peu de dynamique suicidaire inconsciente comme c'est comme ça, mais par exemple pour honorer la mémoire de mon grand-oncle qui est décédé d'un cancer des poumons, bah, je vais me mettre à fumer. Ou alors je vais me mettre en danger en faisant de la moto à des vitesses vraiment aberrantes et je mets ma vie en danger. Et en fait, ça peut donner voilà, des comportements, ça peut être l'alcool aussi, hein, parce que j'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi l'excès de bouffe. Hein, quand je me mets à manger plus que ce que mon corps ne tolère, bah, finalement, encore une fois, je ne respecte pas mon rythme, je ne respecte pas ma santé, etc. Et en fait, tout ça, c'est des comportements d'autodestruction qui finalement m'amènent à rejouer ce qui a déjà été vécu dans les générations du dessus. Tu peux aussi avoir des douleurs physiques, complètement corporelles, sans qu'il y ait aucune explication médicale. Ça arrive très fréquemment que le médecin va te dire non, vous n'avez rien, tu fais toutes tes analyses, tout est nickel. Et en fait, tout ça pourquoi? Parce que c'est comme si l'énergie à l'intérieur de toi, elle circule mal parce que tu es en lien inconsciemment avec un deuil qui n'a pas été fait ou autre chose. Et ton corps va commencer à somatiser. C'est comme si un peu il te disait, regarde, là, il y a un truc à aller libérer. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et va être transmis aux générations futures. Tu vas avoir des conséquences aussi, par exemple sur la vie professionnelle. C'est-à-dire que si, je sais pas, je reprends toujours cet exemple parce qu'il est très fréquent, c'est si quelqu'un de ta famille est mort à la guerre, tu peux tout à fait retrouver des descendants qui vont éviter les corps de métier type police, pompiers, armée, travailler pour une ONG, etc. Ou on va l'éviter, ou alors tu peux trouver aussi l'inverse. C'est-à-dire, si j'ai des gens de ma famille décédés à la guerre, moi, en tant que petit-fils, arrière-petit-fils, etc., ou petite-fille, je vais aller dans des corps de métier comme la police, la gendarmerie, etc. Parce qu'en fait, en continuant d'alimenter ces métiers, je continue à faire vivre la mémoire des gens décédés de ma famille. Je les honore quelque part. Mais ça peut toucher aussi le vocabulaire, le langage. Si tu as des gens qui se sont suicidés par pendaison ou toute autre chose, bah, ça va donner des gens qui vont éviter justement de dire les mots suicide, pendu, c'est des choses que tu ne retrouveras pas dans leur vocabulaire. Donc moi je dis toujours, faire bien attention aux mots qu'on emploie, non pas pour les contrôler, mais pour observer ce qu'on dit. Parce que dans notre champ lexical, on donne beaucoup d'informations inconscientes sur les mémoires qu'on se traîne. Donc c'est là où c'est intéressant de voir la façon dont je parle et je m'exprime et de commencer à regarder les mots qui sont récurrents dans les expressions que je peux utiliser. Et moi, je t'invite à les noter et puis commencer à voir à quoi ça te fait penser parce que tu peux tout à fait analyser aussi tes mémoires avec les mots que tu utilises quand tu parles avec ton langage. Et ce qui est vraiment intéressant au niveau de l'inconscient, c'est que justement, bon, avec notre conscience, on ne peut pas y accéder. Mais par contre, toute notre vie, elle est faite de notre inconscient finalement. Si je commence à observer, par exemple, qu'est-ce qui me fait réagir, qu'est-ce qui peut me déclencher intérieurement par rapport à certaines situations, par rapport à des choses qu'on me dit. Et c'est là où c'est intéressant de regarder pourquoi je réagis, qu'est-ce qu'on m'a dit qui m'a fait réagir, pourquoi est-ce que là je suis déclenchée quand on vient me titiller un peu sur cette zone-là. Et en fait, si tu commences à analyser ça, tu vas commencer à accéder en fait à ce qui se passe pour toi de façon inconsciente. Je sais pas, il y a une situation qui vient à moi, pourquoi ça me génère de la jalousie? Déjà, il faut la reconnaître la jalousie parce que des fois on est un peu dans des personnages entre guillemets parce que ça c'est bien, ça c'est mal, donc il faut que je me comporte comme ci, comme ça et puis pas comme ça. Et souvent, ah, j'ai de la jalousie, non, bah, je vais pas la reconnaître, hein, je vais la mettre de côté parce que c'est pas bien d'être jalouse, nanana. Non, mais c'est pas ça qui. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment, ok, bah là, je ressens de la jalousie, et bah, je vais commencer à aller chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que je ressens de la jalousie? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Qu'est-ce qui m'a gênée? Qu'est-ce qui m'a donné envie, etc. Et je pense que c'est à partir de là, en fait, où tout ce qui est inconscient chez toi, tu peux commencer à le mettre en conscience, en lumière, et commencer à comprendre toutes les insécurités qui vont être liées finalement à cette jalousie de départ. Mais là, je pars un peu sur un autre sujet, donc je vais revenir sur les deuils non faits. Donc je vais te donner un exemple concret. Il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné une femme qui était enceinte et qui a perdu son bébé à 8 mois de grossesse. Donc là, il y a un gros travail de deuil à faire, évidemment. Et en discutant avec sa grand-mère lui a expliqué qu'elle aussi, elle avait vécu un deuil par rapport à un enfant qu'elle a perdu à 8 mois de grossesse. Donc là, on peut observer que l'histoire se répète et qu'en fait, sa grand-mère, elle n'a jamais fait le deuil de cet enfant qu'elle a perdu. Et à cette époque-là, en fait, l'enfant, il a été enterré sans sa présence. Et après, ils ont décidé qu'ils allaient faire comme si en fait, ça n'avait jamais existé, comme si c'était un non-événement. Donc du coup, cette grand-mère, elle n'a jamais fait le deuil de son enfant,
Sa petite fille revit la même chose. Et après en avoir parlé aussi avec sa mère lui a expliqué aussi que en secret, elle s'était fait avorter. Donc en fait, ces trois femmes, elles ont quelque chose de commun, en fait, c'est le chagrin d'avoir perdu un enfant. Et finalement, vu que la grand-mère, elle n'avait pas fait le deuil de son enfant et que finalement c'était devenu un peu un secret parce qu'après plus personne n'en a parlé, on a fait comme si ça n'avait pas existé. Et bien en fait cette mémoire elle s'est transmise et du coup sa mère en a hérité, sa petite fille en a hérité. Et là ce qui est beau par rapport à cette jeune femme, c'est que finalement le fait d'en avoir parlé avec sa mère, avec sa grand-mère, elles ont pu toutes les trois finalement libérer ce qu'elles portent intérieurement et notamment la grand-mère de façon à ce que les générations futures soient tranquilles. La bonne nouvelle, c'est que la personne en question est de nouveau enceinte. Donc en fait, ces mémoires, c'est là où c'est important de les libérer parce que sinon, elles continuent à impacter de façon récurrente les générations du dessous. Et quand tu libères ça, quand tu commences à le consteller par exemple, tu vas pouvoir regarder à quel endroit ça se passe dans ta famille, que tu aies connu les gens ou pas, ça n'a aucune importance. Et en constellation, encore une fois, tu travailles avec les gens décédés comme les gens vivants. Tu travailles aussi avec les symboles, avec plein de choses. Tu peux tout mettre dans une constellation, d'où son efficacité. Et à partir du moment où la mémoire est libérée, tu peux considérer que tout le monde est en paix en fait. Et que le deuil qui n'a pas été fait va pouvoir se finaliser. Et là en plus, bon là ce qui est beau, c'est qu'elles peuvent le faire toutes les trois, elles sont vivantes. Mais même si en l'occurrence la grand-mère avait été décédée, ça ferait pareil, la libération de la mémoire fait que ça va permettre à tout le monde d'être en paix finalement par rapport à ce qui s'est passé. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de poser des questions sur la façon dont les gens sont décédés dans ta famille afin d'avoir plus d'informations et de pouvoir commencer à identifier les deuils qui n'ont pas été faits, justement de façon à commencer à les intégrer. Et le fait de connaître ces deuils, en fait, non faits, ça va te permettre aussi de libérer toute la charge traumatique et émotionnelle qu'il y a autour, parce que c'est un peu l'objectif finalement, quand il y a eu un traumatisme, un décès violent ou autre, finalement, c'est la charge émotionnelle qui est autour qu'on cherche à libérer. Parce que là, en l'occurrence, quand les deuils ne sont pas faits, c'est comme si les émotions, elles sont gelées. Donc du coup, elles ne peuvent pas se libérer et toi, tu hérites de ces charges-là. Et à partir du moment où tu commences à libérer toute la charge émotionnelle, tu vas pouvoir accéder à la résilience. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à la partager si tu penses qu'il y a des gens qui ont besoin de la voir. Et je t'invite à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on me pose souvent la question, donc là je vais le dire, pour les constellations, je suis basée à côté d'Angers et je fais aussi des constellations à Paris. Je les fais en individuel et en collectif. Et si jamais tu es loin géographiquement, je les fais aussi en visio. Donc il suffit juste de me contacter par mail ou en commentaire et on peut tout à fait envisager de les faire ensemble. Bonne journée!